Nous passons tout de suite la parole à Monsieur le directeur au CNRS, Monsieur Lavergne, et nous passerons au débat une fois nos trois conférenciers auront dit leur communication. C'est à vous, Monsieur Lavergne. C'est un moment, je dirais, historique que nous vivons, non pas simplement par la réélection du président Sisi, mais parce qu'il y a actuellement, à l'échelle régionale, des transformations profondes qui se succèdent de jour en jour, de semaine en semaine, qui dessinent peut-être une nouvelle carte de la région. Et puis en France même, nous traversons aussi une période de bouleversements profonds, même s'ils sont beaucoup plus pacifiques parfois que ce que l'on observe au Moyen-Orient. Mais il y a peut-être donc à réfléchir sur cette convergence historique de ces moments que nous traversons les uns et les autres, avec la remise en question je dirais, du rôle de l'État, par exemple, de la société que nous voulons construire dans une perspective de paix, d'harmonie, de projets communs. Alors, Madame la ministre a évoqué brillamment à l'instant la question de la langue et du rôle que la langue française en particulier, mais aussi la langue en général, peut jouer dans ces perspectives de rapprochement ou de fertilisation, je dirais, de ce que vous avez appelé dans l'introduction et dans le document initial, le couple franco-égyptien. Alors je me suis d'abord arrêté sur cette question de couple, parce que qu'est-ce que c'est qu'un couple finalement, d'une part, et à quoi ça sert un couple? Alors un couple, c'est d'abord, d'un point de vue de physique, un instrument mécanique pour donner de la force, de l'énergie, hein. Ça, c'est un aspect, je dirais, que l'on peut envisager tout sans se poser plus de questions. Est-ce que le couple franco-égyptien peut fonctionner comme un dynamisateur de perspectives régionales, internationales? Est-ce qu'il y a une plus-value, finalement, à additionner, à croiser le destin de la France et de l'Égypte? Nous reviendrons sur le passé pour voir dans quelle mesure il y a déjà des bases pour envisager cette fermentation ou cette fertilisation, non pas seulement croisée, mais aussi qui irradie autour d'elle. Et puis il y a l'autre dimension du couple, c'est-à-dire la dimension non plus mécanique, c'est-à-dire peut-être économique ou diplomatique, mais la relation humaine, la relation culturelle qui a été évoquée par Madame la ministre, avec sa profondeur historique, avec sa profondeur humaine, dans ce qu'elle implique les sociétés et pas simplement les États. Alors, un couple, ça n'est pas une lune de miel. Ça peut être aussi des moments de frottement et peut-être même de divorce, hein, ça peut aller très loin. Donc les relations de couple, quand elles durent longtemps, comme les relations franco-égyptiennes, traversent des moments qui sont des moments d'harmonie, de phase, et aussi des moments de discordance, des moments d'incompréhension, de blocage. Alors, c'est pas pour le plaisir de faire de l'histoire qu'il est intéressant, à mon avis, de rappeler ce fil conducteur de notre histoire, c'est pour réfléchir à ce que ça nous apprend de l'avenir que nous pouvons dessiner ensemble. Dans la mesure où il y a eu ces moments de discordance ou de rupture entre la France et l'Égypte, elles sont aussi positives dans la mesure où elles nous apprennent peut-être ce que nous avons perdu comme temps, ce que nous avons perdu comme énergie, de part et d'autre, et ce que nous pourrions gagner aujourd'hui à converger plus étroitement, à réfléchir ensemble, à vraiment coordonner nos énergies dans un monde où le rôle de la France et de l'Égypte a évolué aussi, de manière peut-être parallèle et pas forcément convergente, mais ce parallélisme de nos destins depuis, je dirais, puisqu'on a évoqué, on m'a demandé de parler de la guerre froide. Donc, on va dire par commodité qu'on va commencer à parler du coup d'État des officiers libres en 1952, hein, et puis essayer de venir jusqu'à aujourd'hui, c'est suffisamment ambitieux, je pense. On va tracer ça à grands traits parce que je pense que cet auditoire est aussi éclairé que moi, sinon plus, sur les moments que la relation franco-égyptienne a traversés et sur ces périodes historiques qui ont marqué fortement l'histoire de la France et l'histoire de l'Égypte. Alors tout d'abord, moi, il me semble que c'est intéressant de montrer en quoi les peuples français et égyptiens sont des peuples qui ont
des choses en commun. Et beaucoup de choses en commun, parce qu'on ne construit pas une relation qu'on veut privilégier simplement sur des appareils diplomatiques et des entreprises qui font du commerce. Mais ces deux peuples, à mon avis, se ressemblent et se comprennent. Ça n'est peut-être pas évident au premier abord, mais du côté égyptien comme du côté français, nos nations sont fondées sur une paysannerie attachée à son terroir, enracinée profondément et depuis des siècles, voire des millénaires. Et ça n'est pas indifférent parce que finalement, c'est assez original aussi bien du côté européen que du côté arabe. Cette paysannerie égyptienne est unique au monde parce que son écumène, son milieu de vie est unique au monde. Et du côté français aussi, on a une paysannerie qui a eu la chance de bénéficier d'un terroir riche, fertile, d'une population adaptée à ce terrain. Et si vous allez dans des pays voisins, vous n'avez pas forcément cet ancrage, cette profondeur historique. D'autant que la terre égyptienne, comme la terre française, ont été des terres bénies des dieux. Ça, me semble-t-il, a développé une sorte de psychologie collective, de sentiment d'appartenance à ces terrains, et aussi, finalement, en retour, une absence de volonté de conquérir les autres, de faire la guerre. Les paysans, d'une manière générale, sont adeptes de la stabilité, des évolutions lentes. Ils ne sont pas contre le progrès, mais ils sont contre les bouleversements. Et ils ne vont pas chercher ailleurs à s'enrichir, à faire fortune ou à vivre des aventures s'ils trouvent chez eux tout ce qu'ils souhaitent. Donc on a, me semble-t-il, malgré des histoires parfois guerrières, au fond, d'un côté comme de l'autre, un sentiment d'être des peuples privilégiés, bénis des dieux, encore une fois. Alors, ça a donné aussi, ou ça a coïncidé avec la création d'États très anciens, d'États structurés, centralisés, aussi bien en France qu'en Égypte. Et là encore, si vous regardez l'Allemagne, l'Italie, les pays voisins, vous n'avez pas ce vécu historique. Et du côté arabe, vous voyez des États qui essayent de devenir des nations, mais c'est très difficile, ce qui n'est pas le cas pour l'Égypte, comme chacun sait. Ces États, ça veut dire des administrations efficaces qui créent un sentiment de sécurité. Dans l'ensemble, on est dans le temps long. Il y a eu des guerres de religion, des guerres civiles, des guerres avec le monde extérieur, mais foncièrement, il y a ce sentiment que l'État existe, qu'il est installé dans une capitale, qu'il a des règles, et tout ça est quelque chose que nous avons, me semble-t-il, en partage entre la France et l'Égypte. Ces capitales sont le siège de pouvoir fort, donc, et elles concentrent les relations extérieures, finalement, puisque la paysannerie française, jusqu'à la guerre de 14, par exemple, ne sortait pas de son village, de son terroir. Paris était une sorte de mythe, de rêve pour tous les jeunes qui voulaient vivre une aventure, vivre leur destin d'une manière autonome, affranchie de la pesanteur du terroir. Et en Égypte, Misr, c'est le nom de la capitale qui a donné son nom au pays, finalement. C'est quelque chose qui, je crois, est assez particulier pour être signalé. Ça montre à quel point ces capitales ont eu un rayonnement, non pas sur leur pays seulement, mais aussi un rayonnement international. Parce que le Caire est au centre, et je ne dis pas l'Égypte, je dis le Caire, au centre du monde arabe, au centre d'un archipel de villes commerçantes, de villes productrices de culture, de cette haute culture arabe et musulmane qui s'étend de Fès au Maroc jusqu'à Bukhara ou je ne sais où, en Asie centrale, ou en tout cas jusqu'à Bagdad et plus loin. Donc on a dans les deux cas ces capitales qui sont en même temps des centres internationaux de culture. Alors, ça a créé les liens anciens que nous connaissons. Ces liens, on peut remonter à Saint-Louis. Ce matin, j'entendais une émission à la radio qui parlait de la période que Saint-Louis a vécue à Mansoura. Et le journaliste disait, il faut visiter Mansoura. Parce que Mansoura, il y a un musée Saint-Louis, si je puis dire. Alors, la maison est ottomane, mais enfin, on dit que c'est là qu'il était emprisonné. Donc, on incitait les Français, les auditeurs de cette grande radio française à aller visiter Mansoura, ce qui est quand même assez particulier et assez inattendu.
Alors on ne va pas remonter jusque-là, jusqu'à Jacques Coeur, c'était des relations en fait commerciales. Même si on faisait des croisades, des guerres, je pense que l'Égypte jouait le rôle d'interface entre l'Asie, l'Afrique, la mer Rouge et la Méditerranée, et puis il y avait la France de l'autre côté. Donc effectivement, on ne va pas remonter à toute cette histoire ancienne. Après, on connaît Bonaparte. Moi, je crois que Rifat Tahtaoui est un personnage important et souvent négligé dans cette relation franco-égyptienne parce qu'il montre, autant que Bonaparte finalement, ce que la relation franco-égyptienne aurait pu être approfondie en intégrant non pas simplement les élites égyptiennes, mais le peuple égyptien. Alors aujourd'hui, c'est peut-être une de ces questions qui se posent. Nous avons des liens affectifs, des liens personnels, des liens culturels, vous l'avez rappelé, extrêmement riches, avec tous ces écrivains de part et d'autre, mais surtout de côté égyptien, qui sont tous francophones et qui en même temps décrivent la société égyptienne, la profondeur de la société égyptienne, et la donnent à comprendre aux Français. De l'autre côté, il y a moins d'écrivains français qui ont parlé de la France aux Égyptiens, mais il y a le cinéma, les grands cinéastes de part et d'autre, il y a des artistes de tout genre, des acteurs de cinéma, et puis des chanteurs. Il y a vraiment une fertilisation croisée au fil, depuis les années 50, je dirais sans remonter plus haut, qui nourrit cette relation franco-égyptienne et qui, en tout cas, l'ont nourrie pendant longtemps, pendant plusieurs décennies. Alors, c'est ce socle-là qui subsiste quand les relations vont mal et qui les enrichissent quand elles vont bien. Je crois que ce socle est aussi important puisqu'on parle de couple et de relations d'une manière générale et pas simplement diplomatique ou politique. La richesse, la vraie richesse de la relation franco-égyptienne, ça n'est pas tant les accords commerciaux, les visites diplomatiques de haut niveau, c'est ce terreau. Et vous l'avez dit, ce terreau est menacé. La langue joue son rôle, effectivement, dans cette relation, mais pas nécessairement, je dirais. On pourrait imaginer que cette continuité subsiste, même si la langue française, malheureusement, décline, parce qu'elle n'est plus une langue internationale au même rang ou une langue culturelle au même niveau qu'elle a été, mais on peut faire des traductions de part et d'autre. Donc, ce couple, me semble-t-il, devrait préserver d'abord, ou nourrir, enrichir ces relations, qui sont nourries par les touristes français en Égypte, qui sont quand même les plus nombreux à venir de l'extérieur et à s'intéresser vraiment à l'Égypte, puisque nous sommes les seuls à apprendre l'Égypte en 6e. Tous les enfants français connaissent l'Égypte, sont passionnés par l'Égypte depuis leur plus jeune âge, ce qui n'est sans doute pas le cas dans les pays voisins de la France. Et puis du côté égyptien, nous avons maintenant une immigration égyptienne qui est silencieuse, qui est discrète, mais qui est extrêmement importante, de gens qui viennent des campagnes égyptiennes pour tenter l'aventure de la vie, de non pas faire fortune, mais vivre en France et découvrir la France. Et je constate, quand on prend les avions d'Égyptaires ou autres, à quel point ça nourrit ces échanges, les retours en vacances, les enfants qui grandissent en France, etc. Cette immigration ne fait pas parler d'elle, et c'est quelque chose qu'on peut noter, mais qui existe et qui peut enrichir aussi ces relations. Alors maintenant, très rapidement, si vous voulez, moi j'ai distingué 2 phases dans la période envisagée des relations franco-égyptiennes. Alors des phases extrêmement larges. La première, c'est la guerre froide. Alors la guerre froide, elle a elle-même 2 phases. Elle a une phase de confrontation, parce que l'Égypte a décollé, l'Égypte s'est affirmée sur la scène internationale et elle s'est ouverte au monde par le volontarisme de Nasser, il faut bien le dire, de ce géant de la politique mondiale, ce personnage historique qui a arraché d'une certaine manière l'Égypte à son enfermement en quelque sorte, et a bousculé à la fois la société égyptienne pour la moderniser et l'a ouverte au monde, a fait prendre à l'Égypte des responsabilités sur la scène internationale, depuis Bandung jusqu'au soutien au mouvement de libération, à l'accueil du GPRA au Caire, au soutien donc au mouvement de libération de l'Algérie. Tout ça est une histoire extrêmement héroïque du côté égyptien. L'affaire de Suez, elle, en revanche, a montré à quel point la France, elle, était arc-boutée sur la période coloniale, après la défaite de Dien Bien Phu. La perte, finalement, le déclin de la France était tout à fait divergent de la montée en puissance de l'Égypte.
et tout ça a duré jusqu'à 1962. Alors la phase qui est venue après, c'est la phase où on a d'un côté De Gaulle et de l'autre Nasser, qui suivent des chemins parallèles. C'est-à-dire que ce sont deux nations, la France et l'Égypte, qui essayent, dans un monde bipolaire, de trouver leur place. Alors l'Égypte a été jetée dans le bras de l'URSS par les Américains qui ont refusé, à travers la Banque mondiale, de financer le haut barrage d'Assouan en 1958. Donc, dans cette continuité, l'Égypte s'est retrouvée d'une certaine manière dans le camp soviétique, avec un modèle de développement qui était le socialisme arabe, la centralisation, mais aussi le progrès social, sans liberté, évidemment. Du côté français, eh bien, malgré les efforts de De Gaulle de prendre ses distances avec les États-Unis, eh bien, la France était dans l'OTAN, était un allié qui était sans arrêt en train de mettre des bémols ou de mettre des cailloux dans la chaussure des Américains. Mais tous ces deux efforts, si vous voulez, pour affirmer la grandeur de la France et la grandeur de l'Égypte, se sont essoufflés et leur fragilité a été démontrée, évidemment avec la guerre des 6 jours en Égypte, c'est-à-dire que toute cette croissance, tout cet effort de développement de l'Égypte, eh bien, a capoté sur une sorte de trahison de l'état-major militaire, ou bien un aveuglement aussi du pouvoir sur la réalité, non pas simplement stratégique, mais aussi économique et technologique, etc., de l'Égypte. D'un autre côté, la France, eh bien, ça a été mai 68 qui a aussi montré la fragilité de cette construction gaullienne, hein, et le décalage qui s'est révélé il y a 50 ans maintenant entre le peuple français et ses dirigeants. Donc on a eu après, eh bien, quelques années jusqu'en 1970, où à quelques semaines d'intervalle, De Gaulle et Nasser sont décédés. Et on peut symboliquement dire que c'est la fin de cette époque de la guerre froide, même si elle a continué bien au-delà. Mais ces deux époques ont marqué d'une part à quel point la France a stupidement perdu dans sa relation avec l'Égypte par sa propre faute. C'est les années 50 et le début des années 60, en s'accrochant à un passé révolu. On n'avait pas compris que les règles du jeu avaient changé au niveau mondial et au niveau de la relation bilatérale. Et puis d'un autre côté, aussi, l'Égypte montre qu'elle a choisi, ou elle a pris un camp, une direction qui lui a permis de franchir certaines étapes, mais qui au bout du compte s'est essoufflée. Et malgré le soutien que le général de Gaulle a apporté à l'Égypte dans sa confrontation avec Israël, pays dominateur et sûr de lui, eh bien, c'était trop tard. C'était des occasions manquées, finalement, qu'il y a eu dans cette première période de la guerre froide. La période qui s'ouvre après, à partir de 1970, si vous voulez, 70, 72, 73, peu importe, c'est celle où finalement on arrive à un monde qui est de plus en plus unipolaire, en tout cas au Moyen-Orient. Ce sont les Américains qui reprennent la mise, mais la France est affaiblie aussi, et de toute façon, la politique gaullienne est derrière nous. Et donc, il y a une sorte de convergence de puissances moyennes qui cherchent leur place dans un paysage mondial qui est dominé par les États-Unis, hein, sans équivoque, avec un monde soviétique qui est un peu sur le retrait. Alors, ces années 70, elles sont aussi celles du choc pétrolier, de la montée en puissance des pays du Golfe, ce qui fait que l'Égypte, qui est le pays le plus ancien, le plus peuplé, le plus significatif du monde arabe, qui abrite bien sûr le siège de la Ligue arabe quand il est revenu au Caire, hein, eh bien, et puis avant, eh bien, disons, l'étoile de l'Égypte a pâli devant la montée de ces pays du Golfe qui avaient pour eux la richesse, la capacité d'attraction, non pas simplement des immigrés et de l'intelligentsia et des fonctionnaires et des techniciens égyptiens, de toutes ces forces qui avaient nourri l'essor de l'Égypte, elles sont toutes parties dans le Golfe, mais aussi la polarisation de l'Europe qui s'est beaucoup plus intéressée à l'Arabie saoudite, aux pays du Golfe émergents, où il y avait des contrats, il y avait des besoins d'équipement. Donc on traverse une phase là, je trouve, un peu de distanciation, de respect mutuel, mais
la relation franco-égyptienne n'est plus au centre du jeu, ni pour les uns, ni pour les autres. Après cette phase d'ouverture économique, qu'on l'a appelée l'infitah, eh bien, il y a eu, on est passé dans ce que j'appellerais la mondialisation. Non pas du temps de Moubarak, mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La mondialisation, le grand défi pour la France comme pour l'Égypte. Comment trouver notre place, nous qui sommes des puissances moyennes, qui avons un passé et des capacités énormes, comment arriver à trouver notre place dans la mondialisation? On voit que chacun cherche, d'une part, à s'affranchir des pesanteurs du passé, de ce poids humain même, de ce poids culturel, pour s'ouvrir à l'américanisation du monde, peut-être, et aussi entrer dans un jeu de compétition avec des pays qui sont ceux d'Extrême-Orient, ceux qui sont d'Europe, qui sont peut-être plus dynamiques, qui disposent de plus de capacité de s'adapter à ce monde numérique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans ce monde où ni la France ni l'Égypte ne partent gagnants, finalement, par rapport à leurs partenaires européens, mais aussi par rapport aux grandes puissances émergentes. Alors cette mondialisation, eh bien, on voit que le président Sisi essaye aujourd'hui de développer de grands projets. Alors l'Égypte a toujours fonctionné en proposant des grands projets. Ça a été le barrage d'Assouan, ça a été Toshka, ça a été Qatar, ça a été, je ne sais pas, il y a eu toujours des projets pour chaque président, et aujourd'hui, on est sur le Sinaï, sur la mer Rouge. Il ne se passe pas de moment sans qu'on entende lancer de nouveaux projets. Et maintenant, une nouvelle capitale pour l'Égypte. Des choses qui sont en apparence techniques, qui sont à visée économique, mais qui posent des questions de fond, qui sont « quelle Égypte pour demain ?» Et du côté français, c'est un peu la même chose. On a, je crois qu'on a des représentants du peuple parmi nous, en tout cas, il devait y en avoir, et ça serait intéressant d'avoir leurs sentiments sur cette question. Est-ce que la France n'est pas, elle aussi, en train de vivre ce type de bouleversement et de recherche par nos autorités d'un sens nouveau à l'État, d'un sens nouveau à la nation, avec le besoin de faire des économies, le besoin de mettre la société, entre guillemets, au travail, de trouver de nouvelles capacités, et c'est là qu'il peut y avoir effectivement des convergences dans cette quête que nous avons en commun de trouver notre place, chacun en tant que représentant peut-être de nos ensembles régionaux, de l'Europe et du monde arabe, même s'il y a d'autres prétendants aussi bien en Europe que dans le monde arabe, mais comment cette convergence que nous pouvons faire dans ce couple franco-égyptien peut nous aider à l'emporter finalement, à acquérir un plus par rapport aux autres. Si on l'a vu quand M. Boutros Boutros-Ghali a été élu secrétaire général des Nations Unies, il y a une sorte de convergence là dont je ne connais pas les détails, mais certainement ça a beaucoup apporté à la France d'avoir un secrétaire général des Nations Unies qui soit francophone, francophile, égyptien, qui représente quelque chose d'important pour la place de la langue française et de la culture française et de l'économie partagée à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est juste un exemple de ces convergences et de ce qu'elles peuvent apporter. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut conclure justement de cette interrogation, de ce défi finalement? Je crois qu'on a des acteurs économiques qui fonctionnent. On a des milliers de Français qui vivent en Égypte, qui représentent des centaines d'entreprises. Tout le CAC 40 est là. La France est présente sur des projets, je dirais, emblématiques, comme le métro, et d'autres projets qui parlent aux gens. Et puis, mais il y a des concurrences, et aujourd'hui, la France n'a pas une place en or qui est prévue pour elle. Et de l'autre côté, la réflexion qui doit se faire entre la France et l'Égypte, elle concerne aussi nos ennemis communs. À partir de ce socle-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, je crois que la grande question, c'est évidemment, et on va en débattre tout au long de cette journée, c'est la lutte contre les islamistes terroristes qui cherchent à détruire nos sociétés. Mais je crois que du côté français comme du côté égyptien, il est important de, encore une fois, rassembler, inclure toute la société, et pas simplement les élites,
dans cet effort commun de donner des visions à nos peuples qui inclusent, comme on dit, on parle beaucoup d'inclusivité aujourd'hui, mais là je crois que le terme s'y prête beaucoup, c'est-à-dire que la lutte sur le plan sécuritaire doit reposer sur une réflexion durable, réelle, profonde, sur le vouloir vivre ensemble de nos sociétés. C'est-à-dire que s'il y a une lutte internationale, il y a une lutte aussi interne, qui est une lutte d'intégration. Vous avez parlé de la culture, de l'éducation. Eh bien aujourd'hui, l'éducation est malade. En Égypte, ça n'est pas tout à fait nouveau. En tout cas, l'éducation publique, dans la mesure où elle existe. Et la santé, c'est la même chose. Et en France aussi, il y a un sentiment. Et ce qui est important, c'est le sentiment, le ressenti, plus que, objectivement, combien d'enfants vont à l'école. C'est en quoi l'école est porteuse de valeurs et de valeurs communes. Je vous remercie.